Bravo à nos économistes panélistes. Maintenant, la parole est à vous. Qui veut intervenir? Oui? Merci. Vous nommez d'abord, ne pas prendre plus de 2 minutes. Ah non, ça va être vite. C'est mon nom, c'est Daniel Ginca. Merci de votre présentation. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est expert en ce domaine-là. Je suis plutôt néophyte. La question que je me pose, par exemple, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une économie où la politique et le socio-culturel passent en avant de tout ce qui est les politiques économiques, de façon à s'assurer que l'économie est au service des gens et du pays, plutôt que l'inverse, qu'on est au service de l'économie comme ça se passe actuellement. On va prendre 2-3 questions en rafale. Oui. Vous, M. Blou. Bonjour, je me nomme Raphaël. J'ai déjà été à la commission politique du Parti québécois. Je suis débardeur dans la vie. Et j'ai été élève de M. Fortin, voilà, maintenant une vingtaine d'années. Est-ce qu'on pourrait aussi entrevoir le fait de bouger entre un taux fixe et un taux flottant? Est-ce qu'on pourrait essayer ça aussi, ou l'entrevoir? Oui. Oui, et Jean-Philippe Bombé, c'est ça, je fais un doctorat là, sur l'émergence des banques centrales. Et je me demandais, on a parlé de la souveraineté monétaire un peu comme si c'était garanti, mais on s'inscrit quand même dans des marchés internationaux. Là, donc, même si on ne prend pas un taux de change fixe, on est quand même soumis aux aléas du marché financier. Donc ça implique deux choses. D'abord, ça pose la question, quel est vraiment l'apport de souveraineté qu'on va acquérir en faisant ça? Puis la deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? En gros, c'est ces choses-là. Pour ne pas prendre trop de temps, je vais m'arrêter là. On peut, si vous voulez répondre, ensuite on va prendre d'autres questions. Il y a une première question sur le socio-culturel, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ça en avant par rapport à parler de politique budgétaire ou politique monétaire. C'est certain que les gouvernements, au niveau politique, ils ont plusieurs leviers pour intervenir. Et le socio-culturel, ça doit être une priorité du gouvernement pour servir la population, les besoins de la population. Mais je dirais, ça s'insère dans le cadre de la politique budgétaire en premier. Et la politique monétaire, elle est plus pour garder des conditions stables dans l'économie et non pas servir, d'après moi, des objets pointus de politique économique, autres que ceux reliés au système financier comme tel. Sur cette question-là, peut-être d'autres. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Sur ce point-là particulièrement, moi je dirais qu'il y a plusieurs conceptions de l'économie et que dans un certain nombre de cas théoriques en économie, on ne sépare pas le politique de l'économie et on ne sépare pas non plus le juridique ou le social de l'économie. Alors, dans la mesure où on s'avance dans cette direction-là, on peut de manière, considérer, je ne vais pas enlever des termes trop spécifiques, mais l'économie comme étant un fait social total, pour reprendre les termes d'un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss. Et donc, il ne faut pas penser que l'économie se distingue du reste. C'est une erreur de penser ça. Ça dépend de quel cadre théorique on parle lorsqu'on parle d'économie. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Je ne peux pas élaborer théoriquement tous ces éléments-là. Je travaillais beaucoup là-dessus dans ma vie, mais je pense que quand on a une optique qui est plus institutionnaliste, quand on fait de l'économie féministe, comme j'ai pu en faire moi-même durant ma carrière universitaire, c'est le genre d'orientation que l'on suit. Alors, faisons attention à ne pas non plus, effectivement, séparer les deux. Et quand on pense au pays du Québec, il est évident, je pense, qu'il fait englober l'ensemble des dimensions quand on parle d'économie. Ces discussions-là sont très techniques, en bonne partie, sauf qu'elles comportent tous ces éléments-là. Je n'ai pas pu parler, moi, des liens entre la politique et l'économie. Je veux dire, la monnaie, ça va ensemble. Il n'y a pas de monnaie véritablement sans autorité souveraine, sans dimension politique. Alors ça, c'est bon. Donc faisons attention, mais je partage tout à fait votre préoccupation. Il ne s'agit pas de s'avancer sur le terrain en disant qu'il y a que l'économie qui vaut la peine d'être traitée, le reste, c'est secondaire. C'est pas du tout comme ça que j'envisage pour ma part les choses. Oui, bien.
Ben, pour répondre à la question de monsieur, ce qu'on veut au fond, c'est de trouver quels sont les meilleurs outils dont on peut se doter pour mener la barque d'un Québec indépendant dans l'univers que vous avez évoqué, de mouvements de capitaux, de marchandises, un univers qui est en mouvement constant comme des vagues. Alors c'est ça un peu le sens de la réflexion qu'on essaie de faire ce soir. Merci. Pour moi, l'économie, ça a toujours été une sous-discipline de la sociologie. Là. Je veux dire, c'est sûr que au Québec, on a quand même commencé à avancer mieux que le reste de l'Amérique du Nord dans les 50 ou 60 dernières années. Le revenu par habitant de nos gens est maintenant supérieur à celui de l'Ontario. Okay? Ce n'est pas ce que vous allez entendre dans les médias ou parmi les gens politiques, là, mais on est plus riche que les Ontariens, en moyenne. Okay? On est plus riche que les Ontariens. Pourquoi? Parce que même si les données officielles de notre revenu par habitant nous mettent 10% en arrière de l'Ontario, bien, on paye tout ce qu'on achète 12% de moins que les Ontariens. Par conséquent, on est 2% plus riches qu'eux autres. En deux mots, c'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder l'économie du Québec comme étant le petit canard, la patte cassée qui traîne en arrière du reste de l'Amérique du Nord. C'est vrai que l'économie canadienne en général traîne en arrière de l'économie américaine ces dernières années. Par contre, ce qu'au Québec, on a réussi à faire, c'est de faire un pas dans une direction d'une économie moins inégalitaire, donc plus socialisée que dans le reste de l'Amérique du Nord. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus rien à faire, au contraire. Il y a des pays européens où les inégalités sociales et socio-économiques sont plus faibles que les nôtres. Puis il faut les regarder comment ce qu'ils font, puis essayer de voir comment comment on pourrait les imiter dans une certaine mesure, évidemment en bonne harmonie avec nos propres institutions. Regardez par exemple les changements de politique sociale qui ont eu lieu à Ottawa ces dernières années. Prendre l'exemple le plus clair, c'est les garderies. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Ottawa en 2021? Ils ont dit, bien là, on veut étendre le système du Québec à l'ensemble de tout le Canada. Puis là, ils ont sorti des milliards pour subventionner les provinces pour développer leur système de garderie de manière à baisser le prix à peu près au niveau du Québec. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on a une économie au Québec où on a seulement pensé les choses en fonction de l'économie. Premièrement, on l'a fait avancer, cette économie-là, puis elle a avancé plus vite que nos voisins ontariens, puisqu'on les a rattrapés. On était 20% en arrière d'eux autres il y a 30-40 ans, puis là, on les dépasse de 2%. Okay? Premièrement. Puis deuxièmement, c'est aussi le cas que nos politiques sociales, y compris à partir de 1995, même avec les mesures anti-déficit du milieu des années 90, là, tout ça, malgré tout ça, on a introduit toutes sortes de mesures qui nous ont fait avancer. Donc, continuons. En ce qui concerne le taux de change flottant ou flexible, d'une part, puis le taux de change fixe, mais là, c'est bien simple. Je veux dire, si on a une monnaie séparée, on n'a pas besoin de dire que le taux de change est fixe ou est fluctuant. Si on décide qu'il est fixe, on a juste à agir de façon qu'il soit fixe et puis de se développer une réputation comme ça. Puis à un moment donné, si on a besoin d'ajuster à la hausse ou à la baisse le taux de change, bien on le fera. On aura en main tous les outils que ça prend. Donc, on n'a pas besoin d'être formellement d'un système fixe ou un système flottant. C'est juste d'avoir une monnaie séparée puis de la gérer de façon intelligente. On va prendre trois. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Je te posais, on va prendre trois questions. On a dépassé l'heure, mais on va continuer à la dépasser, je pense. C'est une bonne idée. Bonne idée. Alors, la première que j'ai vue, c'est Louise Arel. Alors, vas-y, Louise. C'était passionnant, c'est vraiment, merci aux panélistes.
Monsieur Carrier, dans votre présentation, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais il y a beaucoup d'institutions, hein, n'est-ce pas, qui devraient finalement être acquises par le Québec. Et à chaque fois, je me demandais, est-ce que, dans le contexte de la pénurie que l'on connaît, est-ce qu'on va avoir des ressources humaines? Et ça m'apparaît assez important parce que toutes ces institutions sont en dehors du Québec, là, présentement. Donc, ça supposerait évidemment des négociations de personnel. Je ne sais pas, avez-vous envisagé, parce que c'est passionnant tout ce que vous avez présenté, mais il n'y a pas de ressources humaines, là. Il me semble qu'il y a un chapitre qu'il faudrait ajouter. Oui, monsieur ici? Oui, la question que j'ai, ça vient pas de moi, c'est Gabriel Poulon, qui est porte-parole en économie au Parti québécois, qui vient de demander la question. Il dit: question pour Pierre Fortin. Dans l'éventualité d'un dollar québécois arrimé à un panier de devises, l'ajustement des taux d'intérêt conserverait-il tout de même une certaine efficacité pour soutenir des objectifs intérieurs liés à notre politique monétaire? Bon, on va en prendre une ou deux autres, si j'ai vu ce côté-là. Vous et ensuite, à vous et vous. Bon, Robert Labusseur, plusieurs pays, surtout les plus petits pays, se sont dotés de politiques fiscales pour se positionner dans les marchés financiers. Est-ce qu'une politique, dans un pays dépendant évidemment, est-ce qu'une politique fiscale un peu originale du 21e siècle pourrait amener une politique monétaire différente? Ou est-ce qu'on peut comme jumeler en quelque sorte ou inspirer un de l'autre la fiscalité par rapport à une politique monétaire? Est-ce que ces deux éléments-là peuvent se travailler ensemble? Alors, Louis Bibeau, ce qui s'est passé en 2008, la crise de 2008, ainsi que la crise qui a été provoquée par la pandémie, est-ce que toutes les politiques d'assouplissement monétaire dont vous avez parlé, est-ce que ça ne démontre pas finalement la nécessité d'une banque québécoise? Parce que, dans le fond, la question que je me poserais, c'est que si on n'avait pas une banque québécoise et une monnaie québécoise, est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y aurait une autorité au Québec qui pourrait faire la même chose que ce qui a été fait par le gouvernement fédéral, par exemple la PCU et toutes ces affaires-là? Est-ce que ça serait possible si on n'avait pas notre propre banque et notre propre monnaie? Je vous remercie pour les questions courtes. C'est très bien. Alex, qui veut parler? C'est une question que tu posais, une réflexion? C'était une question. Voulez-vous que je la répète? Es-tu d'accord avec moi? Oui. Donc, il demandait dans l'éventualité d'un dollar québécois qui serait arrimé à un panier de devises. Donc, est-ce que l'ajustement du taux d'intérêt conserverait quand même une certaine efficacité pour les objectifs? Un panier de devises? Ouais. Un panier de devises. Il n'y a pas de panier là. On a notre monnaie. Puis là, tu regardes ce dont tu as besoin comme taux d'intérêt pour viser le taux d'inflation et le taux de chômage le plus faible possible. Puis là, tu le mets où là? S'il y a des conséquences sur le taux de change, ben tu laisses venir les conséquences. On s'en fout dans le fond du taux de change. Je veux dire, la fixation que le monde a sur le déficit commercial ou le déficit de la balance courante, etc., ça n'a pas rapport. Je veux dire, les choses s'ajustent entre l'offre et la demande, puis le taux de change monte. Évidemment, il peut y avoir des exagérations dans le marché. Des fois, les marchés financiers sont un peu fous, là, comme ils ont été, par exemple, en 2007-2009. Mais, je veux dire, en temps normal, je veux dire, on utilise notre taux d'intérêt. Ça peut être, si on a une monnaie différente de celle du Canada, ça peut être le même taux d'intérêt que dans le reste du Canada, si c'est ça que ça prend pour gérer nos propres objectifs. Aucun problème avec ça. Mais au moins, tu as le degré de liberté, comme on dit en statistique, pour établir ta batterie au bon endroit pour que ton artillerie frappe. Excusez, je suis influencé par l'Ukraine. Peut-être sur la question de Louise Arel, sur est-ce que le personnel pourrait s'ajuster dépendamment des apports de politique économique et autres. Moi, je pense que oui. En fait,
le personnel peut s'ajuster d'une part par des ajustements de prix, de salaire. Si y a des demandes plus importantes, une rareté du personnel, les salaires vont avoir tendance à augmenter. Et dans un régime global où un État souverain a beaucoup d'outils, bien, le tout peut être possible. Alors que quand le Québec n'a à peu près aucun outil, si là il manque du personnel, il ne peut pas augmenter non plus les prix. Donc, avec une hausse de prix, bien, il y a plus de personnes intéressées à occuper les emplois qui sont plus rares peut-être. Et donc ça, c'est un aspect. Et je dirais que l'autre aspect, évidemment, ça traite des politiques d'immigration. Et je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais présentement, il y a comme une augmentation exceptionnelle de l'immigration. Ça aide pour avoir du personnel pour... mais moi, je vois dans le moyen terme, long terme, c'est certain que les besoins de soins pour les personnes vont augmenter, les besoins d'éducation et autres. Mais ça, c'est avec des ajustements réguliers. La question, c'était sur le personnel pour gérer la Banque centrale, les institutions, toutes les institutions, les nouvelles institutions. Toutes les institutions financières. Est-ce qu'on a les ressources humaines pour occuper toutes les fonctions que tu as élaborées? OK, bien là, à ce moment-là, rapidement, c'est certain qu'il y aura d'une part un rapatriement des personnes qui travaillent au gouvernement fédéral et qui sont du Québec. Ça, c'est un aspect. Et le reste, bien, il faudra en trouver. La limite, il y a des tâches spécialisées qui sont importées aussi. Oui. Il y en a en Europe qui sont capables de venir. Oui. On va vous donner un exemple de meilleur ajustement de politique monétaire avec le budgétaire, les deux. La politique monétaire, ça fesse beaucoup plus fort sur la dépense qui est sensible au taux d'intérêt par la force des choses. C'est quasiment tautologique de dire ça. Mais évidemment, par effet de propagation, d'une perturbation provoquée par une hausse de taux d'intérêt, ça affecte l'ensemble de l'économie. Alors, la politique budgétaire, pendant que la Banque centrale combat l'inflation avec une hausse de taux d'intérêt, mais qui affecte surtout le côté de la dépense en biens durables, de consommation ou bien l'investissement des entreprises, elle pourrait agir, la politique budgétaire, de manière à compenser l'ensemble des travailleurs, des contribuables, pour les retombées de tout ça dans le reste de l'économie. On aurait une bonne coordination du genre que Sylvie et Pierre ont parlé tout à l'heure. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Pour réagir donc à la question de Louis Libault, je fais un détour par celle qui était posée sur la financiarisation de l'économie et la souveraineté monétaire. Rapidement, tous les pays sont coincés plus ou moins avec ça, avec l'emprise des marchés financiers dont on sait l'expansion depuis une vingtaine, trentaine d'années. Alors, il n'y a pas de souveraineté monétaire dans l'absolu, il faut bien comprendre la chose. Donc, mais néanmoins, il y a un ensemble de pays qui ont leur minimum, plus qu'un minimum, mais qui ont leur devise nationale, taux de change flottant. Donc, il faut mettre en perspective les choses. D'autre part, cette financiarisation de l'économie, ce n'est pas un fait de nature, elle ne nous est pas tombée sur la tête pour rien. C'est en partie une création avec des États, des politiques des États, de déréglementation, de décloisonnement des institutions financières, etc., etc. Donc, je veux dire, quand j'évoque, par exemple, et là j'en viens à votre question, sur une fiscalité, c'est-à-dire faire face aux défis du 21e siècle en arrimant davantage politique budgétaire, politique monétaire, bien, si on, précisément, cette fameuse idée de l'indépendance des banques centrales, dont j'aimerais qu'on discute aussi et qu'on y porte attention, parce que c'est véritablement quelque chose qui est un peu dogmatique, à mon sens, chez les économistes. On ne veut pas voir que c'est un problème. Quand on continue dans la voie de l'indépendance, celle qu'elle est identifiée à l'heure actuelle pour les banques centrales, on est en train de continuer de nourrir la financiarisation, parce que plutôt que d'avoir une courroie directe entre l'État et la Banque centrale, on procède par le biais des marchés financiers, et c'est ça qui en continue d'activer les marchés financiers. Donc là, il y a une voie à examiner, je pense, pour avoir un financement suffisant pour faire face à nos besoins en services publics, en la transition écologique. Bref, déjà ça c'est énorme. Ça c'est l'article que j'avais écrit justement pour l'Action nationale
il y a quelques temps. Là. Et donc, je pense qu'il faut explorer la chose. Il y a des balises à mettre, évidemment, et il ne s'agit pas de tomber dans une utilisation purement partisane des choses, quoique, à l'heure actuelle, que ce soit un gouverneur de la Banque du Canada qui ait le pouvoir qu'il a actuellement, je pense que c'est très contestable et on n'a pas tellement calculé non plus les coûts que représentent ces décisions, hein, en termes de chômage accru. Il y a des économistes au Québec, Diane Bellemare et Simon, qui au début, dans les années 80, ont calculé les coûts du chômage. Laissez-moi vous dire que c'est pas piquer des verres. Hein? Ça, on les a pas. Tu sais, c'est comme dans le préambule du livre de Bernard Hélie sur le régime monétaire canadien. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Il reprend donc cette citation. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de coûts cachés qu'on ignore. Et je pense que la piste, donc, de ce débat, je dis que c'est un débat qu'on doit avoir sur cet enjeu d'indépendance des banques centrales permettrait de dénouer des choses et aussi de développer une politique monétaire qui soit appropriée d'un point de vue institutionnel à l'économie du Québec. C'est pas juste la question qu'au Canada, la politique monétaire canadienne est pensée pour un autre pays, c'est le cas. Notre pays du Québec, il est construit sur une architecture institutionnelle qui lui est propre. Il faut aller regarder ses caractéristiques et tenter de justement développer tout ça d'institutions qui permettraient justement de mieux répondre aux particularités de notre ensemble, de ce pays que sera le Québec. Alors, et la question de l'indépendance des banques centrales, ça date des années 90. Hein. Avant, on fonctionne autrement. Hein. La reconstruction des économies d'après-guerre en Europe, ça a fonctionné par le biais de canaux directs avec les banques centrales. Hein. Donc, il y a des expériences historiques à aller regarder. Il y a de l'analyse comparée à faire pour comprendre justement comment on peut élargir ce champ des possibles. Il me semble que c'est l'exercice auquel on est convié dans le cadre de la démarche que vous avez engagée. Là, je vais prendre les 3 dernières que je vois, vous et vous. Ah, et Martina. André Dupont, vous nous avez bien convaincus, je pense qu'une monnaie québécoise à court flottant est sans doute la meilleure hypothèse. J'ai envie de poser une question juste pour... Il y a de bons exemples, les pays scandinaves, de la population semblable, de la richesse semblable, qui ont leur monnaie. Mais j'ai envie de poser une question, juste pour la poser. Un lien éventuel avec l'euro, qui semble être une monnaie peut-être plus stable que le dollar américain, vu la dette des États-Unis, je pense. Qu'est-ce que j'ai vu tantôt? Ah, ici, oui. André Desrenaud, entrepreneur. Canalisation de l'épargne. On a un indice Québec 30 depuis 20 ans qui performe de façon assez exceptionnelle. Mais on a des institutions, on a des milliers de milliards en économie au Québec. Et on dirait les gens dans la finance sont tous sur le même modèle. C'est-à-dire qu'une certaine, pas un dénigrement, mais une certaine snobisme face à l'économie du Québec. Est-ce qu'un Québec indépendant pourrait améliorer la canalisation de l'épargne des Québécois vers les entreprises québécoises? Et est-ce qu'il y a des façons de faire? Parce que, par exemple, en Allemagne, là, je crois que le gouvernement exige qu'il y ait 5 des fonds de retraite qui investissent dans des entreprises allemandes, puis il ne faut même pas leur demander, les autres, c'est comme normal pour eux. Là. Mais est-ce qu'il y aurait, avec l'indépendance, cette possibilité que notre épargne s'en aille plus vers notre territoire, puis qui, évidemment, qui créerait une croissance économique? Elle a été posée. Moi, ma question est un peu différente, moins scientifique, plus actuelle, je crois. Parce qu'il y a des changements qui s'en viennent. Hein. Au sud, on va avoir un nouveau président américain. Puis à Ottawa, on est Père Noël. Le Père Noël qui est en sursis, là, qu'on va s'en débarrasser, je ne sais pas quand. Mais moi, je pense que c'est urgent. Vous savez, le déficit, il est attribué à 41 milliards pour quelque chose. Ça va dépasser 46 selon. Et puis ça, c'est pas fini. Je pense que ça va être plus que ça. Parce qu'il a été élevé. Son père n'a fait que des déficits, et lui aussi.
Et c'est bien beau, ça, ces choses-là, mais il faut que ça arrête à un moment donné. On ne peut pas vivre tout le temps en empruntant, parce qu'il faut rendre à un moment donné. Fait que c'est votre impression que je veux sur ce phénomène-là, là, versus Trump, versus Père Noël, tout ça. Très bien. Alors, qui veut répondre? Peut-être sur établir un lien entre la monnaie québécoise et l'euro. J'en ai parlé un peu dans ma présentation et c'est certain que l'euro est une monnaie qui est gérée par l'Autorité monétaire européenne pour 27 pays, donc, je pense en tout cas. Et donc, quelque part, ça tient compte des besoins plus diversifiés qu'au Canada. Bien, en fait, au Canada, c'est l'économie canadienne comme telle qui est regardée strictement. Donc, les intérêts du Québec dans la prise de décision de la Banque du Canada, je pense que c'est presque zéro, le degré d'examen qu'ils peuvent établir sur cette chose-là. Donc, l'euro, quelque part, est une monnaie plus large, plus stable et plus représentative, d'après moi. Mais encore là, si jamais il y avait une grosse crise d'un pays très gros, comme si jamais la France avait des problèmes énormes au niveau budgétaire, peut-être que l'euro, ça brasserait. Là. Et l'euro survivrait-elle? On ne le sait pas. Donc, il faut faire attention. La deuxième question sur la canalisation de l'épargne, mais quand j'ai parlé des banques achats, il faut bien voir que les banques québécoises, les dépôts, là, ils sont rapatriés chez toutes les grandes banques achats qui sont en Ontario. Le lendemain matin, c'est les décideurs de l'Ontario qui pensent dans une perspective canadienne. C'est là que je dis, si on oblige que les banques achats canadiennes s'inscrivent au Québec, suivent le modèle demandé en Europe, c'est pas juste une filiale, une coquille vide, c'est une entreprise qui est ici, qui est capitalisée au Québec. Les gestionnaires sont ici pour prendre des décisions par rapport à le marché qu'ils ont à les servir, dans une perspective de rentabilité. Et là, la fuite de l'épargne, normalement, ne serait pas possible. Comment exactement écrire ça, ça reste à voir. Rapidement sur l'euro, c'est vrai que les pays de la zone euro ont une économie dans l'ensemble en moyenne plus diversifiée, mais comme le dit Pierre Fortin tout à l'heure, pour certains pays, l'euro est trop fort et on pense à la France ou même à l'Italie. Alors, je veux dire, ce sont des économies où il y a eu une désindustrialisation importante. Si on compare à l'Allemagne à l'heure actuelle, l'Allemagne connaît des problèmes majeurs par rapport à son secteur manufacturier en raison de la guerre d'Ukraine et de la hausse des prix du gaz dont elle dépendait beaucoup face à la Russie. Donc, l'euro, c'est un truc vacillant à l'heure actuelle. Ça va pas très bien, l'euro. Alors, moi, j'hésiterais beaucoup à me raccrocher à cette décision. Autre commentaire? Oui, bien. Juste sur l'euro, nos principaux partenaires commerciaux, c'est les États-Unis, le reste du Canada. Alors, l'idée d'aller s'accrocher sur l'euro, la monnaie européenne, c'est comme, pour moi, ça ne marche pas. Comme chez moi, c'est pas très fonctionnel comme idée. Martine? Oui, je pense que l'idée d'une monnaie québécoise avec une banque centrale du Québec, ça s'impose de plus en plus comme une évidence nécessaire si on veut pouvoir gérer nos différents outils. Mais la réflexion sur l'indépendance, le concept en fait, puisqu'il faut faire attention, c'est des mots ça, mais le concept d'indépendance des banques, ça n'a pas toujours été ça. Et de re-questionner ce concept-là, j'ai l'impression, puis vous me corrigerez, là, mais que ce concept-là est arrivé avec la philosophie ou la vision du néolibéralisme, justement pour permettre aux marchés financiers d'accaparer une grande partie du terrain et que de re-questionner, parce que les nominations ne sont pas indépendantes, ne sont jamais indépendantes des personnes qui sont présidents de ça, mais de re-questionner le fait de cette si grande distance, ça nous permettrait peut-être de revenir à une vision qui a déjà été avant du bien commun et de l'impact. Et je sais pas, je ne suis pas économiste, je ne sais pas dans quel mot dire ça, mais est-ce que ce questionnement-là nous permettrait collectivement de reprendre un certain contrôle de certains marchés financiers où on a l'impression qu'on a perdu le contrôle?
Voilà. Et il y a aussi, si vous permettez, dans le Québec indépendant, il va y avoir une constitution québécoise qui va afficher les objectifs en dehors de toute partisanerie, de transition énergétique, d'équilibre des emplois et des revenus des citoyens. On ne voudrait pas que ça augmente les écarts de richesse dans la société. Alors ça peut être mis dans la Constitution et obliger la Banque centrale à respecter, à prendre ses décisions en fonction de la Constitution. Actuellement, la Banque centrale canadienne n'a pas cette obligation-là. On pourrait dire heureusement, parce qu'il y a des choses dans la Constitution canadienne qu'on aimerait bien ne pas voir appliquées, mais le Québec indépendant va pouvoir faire ça. Absolument. Moi, je trouve que la remarque de Martine est tout à fait pertinente. Il est clair que les années 90 correspondent, c'est pas le démarrage du néolibéralisme qu'on rapporte au milieu des années 70, mais on est en pleine expansion. C'est à ce moment-là que le traité de Maastricht est établi en 92-93, que la Banque centrale européenne se voit octroyer des statuts qui ressemblent à celles de la Bundesbank en Allemagne, qui elle-même est très rigoriste sur le plan de ces enjeux-là et de l'indépendance, c'est qu'on va venir corseter complètement toute capacité de la Banque centrale de prêter aux États. Alors, effectivement, si on veut aller dans le sens du bien commun, qui doit être souligné dans le cadre d'une constitution québécoise, si on veut aussi être en accord avec le principe de politique étrangère, j'ai écouté la rediffusion de votre débat où Daniel Turk mettait de l'avant aussi beaucoup de principes de droits humains dans le cadre d'une politique étrangère. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez cohérent et en tout cas, le débat mérite d'être posé. Et là, à nous de travailler dans les prochaines années à le nourrir. Mais voilà, il me reste à remercier. Merci de votre participation. Les 3 prochains débats en janvier, le 15, ça va porter sur la question autochtone. Le suivant va porter sur la politique de la main-d'œuvre, justement. Et l'autre après va porter sur la politique de la recherche et développement. Vous allez peut-être voir une certaine continuité dans tout ça, parce qu'on est dans le même pays, on a des valeurs communes. Merci.